La peur a effectivement été instrumentalisée. On a vu qu'elle avait très bien fonctionné lors du premier confinement. Et je pense qu'à la fois, on s'est rendu compte que ça marchait pour le confinement et on s'est rendu compte que ça marchait sur un plan politique. Donc du coup, je pense que ça a été vu comme quelque chose d'extrêmement efficace par des gens donc, qui ont utilisé ça comme un outil. Et là, on a essayé de la raviver sur cette seconde vague. Le problème, c'est que ça prend beaucoup moins bien. Et donc là, il y a une espèce de hiatus qui est en train de se créer. Moi, je suis totalement contre le climat de peur qui est installé. Je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique. Il y a d'autres pays où on joue beaucoup moins sur la peur, comme l'Allemagne en particulier, où on est beaucoup plus pragmatique. Alors après, moi, je verrais deux choses. Soit on a des gens qui sont vraiment cyniques et qui se disent je vais utiliser la peur parce que ça va m'être utile. Soit on est un peuple qui a du mal à fonctionner si on n'est pas dans l'émotion et dans la peur. Et il y a une réalité là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui sont plus rationnels, qui arrivent à être moins dans l'émotion que nous. Moi, j'ai l'impression que le peuple français est quand même beaucoup dans l'émotion. Et je pense qu'il y a une responsabilité des deux. C'est-à-dire que le politique a compris que c'est ça qui marchait, mais le peuple, en même temps, est très réceptif à ça, et est toujours dans la dramatisation, dans la peur. Donc je pense qu'on ne fait pas peur à un peuple. Je pense qu'il y a un gouvernement et un peuple qui se sont trouvés sur cette manière de faire de l'émotion en permanence. Et d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que les thématiques, elles marchent quand il y a une dimension émotive extrêmement forte. Et moi, ça, je le regrette, parce que c'est pas du tout ma nature. Louis Fouché, votre réaction là-dessus? Je rappelle que vous êtes à l'initiative du collectif Réinfo Covid afin de rétablir certaines vérités comme vous l'entendez. Le professeur Philippe Juvin, j'en parlais, qui affirmait donc qu'il y a une hausse des victimes non Covid du Covid, suicide, dépression, pathologie non soignée. Il a raison selon vous également? Ouais, je pense qu'il a raison, clairement. Ouais, il y a plein d'effets collatéraux de la crise et on se rejoint complètement avec Martin là-dessus. Et, une société qui sacrifie sa jeunesse, son économie, sa liberté pour la génération qui est en train de partir, en fait, à mon avis, c'est une société qui est malade. Mais justement, ça rejoint cette idée que la société est malade, et je suis assez d'accord avec Martin là-dessus, en fait. La peur, elle vient pas de nulle part. Et c'est à la fois la peur et la culpabilité. C'est pas du tout nouveau dans les narrations du pouvoir. C'est une façon de prendre le pouvoir sur quelqu'un. C'est déjà ce que fait quelqu'un qui bat sa femme ou ses enfants. En fait, il leur fait peur et il les rend coupables. Et c'est vrai à plus haut niveau dans toutes les volutes du pouvoir paranoïaque qui peut s'installer. Donc, il y a une vraie narration de la peur. Mais cette peur, elle n'est pas que du virus. Et en fait, elle est extensive à tous les domaines de la société. Il y a des gens qui ont peur du virus. Il y a des gens qui ont peur pour leur grand-mère. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi ou de fermer leur restaurant. Il y a des gens qui ont peur des dangereuses multinationales qui cherchent à prendre le pouvoir de manière mondialisée, etc. Et en fait, à mon sens, toutes ces peurs-là, il faut réussir à s'en affranchir. Et c'est une des raisons d'être de Réinfo Covid, c'est d'aller vers effectivement quelque chose de pragmatique, d'efficace, et surtout de réouvrir de l'intelligibilité. En général, vous avez peur parce que vous comprenez rien. Et ça, c'est volontaire. Et c'est en ça où je diffère de Martin, c'est que je pense que c'est pas la faute, entre guillemets, de la population. Je pense qu'on fait tout pour que les gens ne comprennent rien. Et qu'aujourd'hui, on a des sophistes dans les médias. Et je parle pas des journalistes, j'ai beaucoup d'affection et de douceur pour les journalistes. Je pense qu'ils peuvent à un moment voir la lumière et arrêter de servir des médias qui sont aux ordres de pouvoirs économiques et politiques qui les dépassent. Donc on a des sophistes, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, vous vous souvenez, quand il y a des types qui tiennent des images et qui maintiennent les gens au fond de la caverne à regarder des ombres, à regarder des illusions. Donc là, c'est pareil, on nous maintient sur les courbes épidémiques, etc. Et on nous empêche de voir l'ensemble du tableau. L'ensemble du tableau, c'est qu'on est dans un hold-up. On va en reparler. Ah bah justement, parlons de hold-up. C'était le nom d'un documentaire. Un hold-up de liberté, un hold-up économique, un hold-up de votre épargne, un hold-up du lien social. Et ça, c'est aussi des questions qu'il faut adresser, qu'il faut poser. Ah bah justement, un petit mot sur ce documentaire de Pierre Bernérias. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez vu tous les deux? Alors, il a été particulièrement attaqué. Moi, je peux dire un mot là-dessus. Est-ce que je suis assez d'accord? Elle est rapide là-dessus. Non, mais je suis assez d'accord avec lui sur le fait que la société est un petit peu malade, et je pense que, en particulier, la société française. Je pense qu'on a perdu un peu confiance en nous, et que du coup, effectivement, on a peur de l'avenir, et surtout, moi, je voudrais que ma génération prenne possession des choses et aille de l'avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en permanence peur d'avancer, un peu bloqué comme ça, et ça, je suis très gêné par ça, parce que j'ai pas envie de ça pour moi, j'ai pas envie de ça pour mes enfants. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Après, le problème, c'est que on a vite fait finalement d'essayer de vous bloquer dès que vous êtes dans cette posture-là. Et hold up, c'est un piège en fait. Je pense que c'est un piège, c'est-à-dire qu'on va grossir des traits
et des gens vont se mettre en avant en disant des choses complètement débiles. Et on rappelle pour les auditeurs que c'est un documentaire qui n'est visible que sur Internet, qui retire en permanence des plateformes dès qu'il est mis en ligne, et qui a été donc taxé de complotisme, on peut le dire. Oui, mais c'est parce que c'est trop grossier en fait. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué les influences dans une société, et que en fait la théorie du complot est beaucoup trop simpliste. Et donc il faudra en parler de manière en travaillant vraiment les choses. Et là le problème c'est que c'est faux, et donc du coup dès que c'est faux, c'est exactement comme Toussaint, c'est-à-dire qu'en fait vous dites une chose fausse, et à partir du moment où vous dites une chose qui est fausse, vous êtes mort. Parce que il suffit d'un contre-exemple pour contredire une théorie mathématique. Et donc si vous prenez un parti qui est juste, mais que vous allez dire des choses qui sont fausses, en fait vous tuez la cause pour laquelle vous avez envie de vous battre. Vous Fouché ? Ouais, un mot sur Hold Up et puis un mot sur cette aspiration sociétale dont a parlé Martin. Je pense qu'effectivement, on est à un carrefour. Est-ce qu'on veut aller vers une société de toujours plus de sécurité, toujours plus de contrôle, avec des machines qui font tout, la Startup Nation, quoi, le Startup vous-même, dans une pression absolue, permanente, la destruction du lien social et des monades individuelles juxtaposées qui se détestent et sont en conflit les uns avec les autres? Ou est-ce qu'on veut aller vers autre chose, quelque chose où il y a du risque, de la joie, de la liberté, du lien? En fait, on est à ce moment-là en fait de choix. Après, sur ce qui est et pour vous dire que il manque cette vision de autre chose que la peur, parce que ça fait un moment qu'on est dans la peur. C'est la fin du monde et tout le monde le sait, mais c'est depuis toujours que c'est la fin du monde. C'est pas nouveau. Ce qu'on appelle les protensions collectives négatives chez Stigler, mais c'est parce qu'en face il y a toujours normalement des protentions collectives positives, c'est-à-dire un projet de société, un projet de vie, un projet de collectif. Ça pouvait être le catholicisme, ça pouvait être la République, ça pouvait être des choses qui se tiennent en termes de valeurs, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet, à part d'autres projets. Voilà, et ce projet-là, il ne tient pas. C'est celui que les multinationales, en gros, prennent le pouvoir sur vous, vous volent votre liberté de manière interstitielle, rentrent à l'intérieur de vous pour prendre toute l'essence de votre vie, quoi. Vous pensez que la question de la liberté d'expression, elle se pose aussi aux médecins? Parce que c'est vrai, est-ce qu'on peut remettre en cause aujourd'hui, on va dire, la pensée unique en matière médicale, la politique de lutte contre la pandémie sans risque de poursuite? Vous avez été vous-même convoqué, je crois, par une institution, enfin, je crois que c'était, rappelez-nous. Ouais, c'était une très bonne chose en fait. On a établi un rapport de force, c'est-à-dire que l'institution a reçu plus de 5000 mails en fait. Après, ils ont arrêté de compter entre le moment où ils m'ont convoqué, qui était la veille pour le lendemain en gros, et le moment où je suis arrivé dans le bureau. Et en fait, l'ambiance a changé complètement. C'est-à-dire par le fait d'être capable de tenir un rapport de force, finalement, il a germé du dialogue. L'institution finalement a dit, en fait, c'est important qu'on se parle, qu'on s'écoute, qu'on ait des points d'accord et de désaccord. Et ça, c'est la notion même de diplomatie. Tant que l'autre n'existe pas, que vous pouvez lui cracher dessus, l'insulter, etc., il n'y a aucun dialogue possible et il n'y a aucune voie de sortie à part la violence. À partir du moment où vous tenez le rapport de force et vous dites non, je suis contre le confinement, je suis contre les masques dans la rue, je suis contre les masques à l'école et je vais vous proposer autre chose. Je suis contre les tests en population générale non prescrits ou prescrits par l'ARS. Vous tenez ça très fort et vous dites, voilà, vers quelle société j'ai envie d'avancer et ce que je vous propose. Si vous ne tenez pas, vous allez vous faire taper dessus, en fait, vous faire écraser par terre. On a tenu avec Réinfo Covid, et c'est vraiment les gens derrière moi, la clameur des gens qui m'ont soutenu, et l'institution a compris qu'il fallait qu'on discute. Et ça, c'est très bon, en fait. Alors, il y a un point sur lequel vous mettez le doigt, et avec vigueur, Louis Fouché, ce sont les conflit d'intérêts de nombreux médecins qui s'expriment dans les médias et que vous considérez donc à ce titre comme illégitimes pour s'exprimer parce qu'ils n'annoncent pas donc les conflits d'intérêts qu'ils ont. Alors on va vous poser la question franchement, Martin Blachier, vous aussi. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Vous êtes président, je crois, d'une société. De Publicis Expertise, moi j'ai plein de liens d'intérêts. Parce que mon parcours, c'est moi, quand j'ai fait mon internat de médecine, j'ai toujours énormément travaillé, j'ai créé une société 2 ans avant la fin de mon internat. J'ai créé cette société. Et vous conseillez des laboratoires? C'est-à-dire que je conseille tout le monde. À peu près la moitié, c'est avec des institutions qui sont publiques et la moitié, c'est avec des institutions qui sont privées. Pourquoi? Parce que les gens qui font des choses intéressantes aujourd'hui, c'est beaucoup des gens du privé. Je travaille avec des pays partout dans le monde. J'ai des liens d'intérêt à peu près avec quasiment tous les laboratoires. J'ai travaillé pour tous les laboratoires sur des modèles, sur des études cliniques, avec plein d'autres médecins qui travaillent là-dessus. Est-ce que vous êtes libre de pouvoir vous exprimer? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, je suis tenu par des laboratoires? Tout ce que j'ai fait sur le Covid, je l'ai fait après 22h le soir et le week-end, une fois que j'avais fini mes journées de travail. Non, mais ça veut pas dire que ce que vous dites après n'est pas influencé. On a créé un modèle qui est le deuxième modèle de microsimulation dans le monde qu'on a publié dans Nature, qu'on a pu faire parce qu'on a énormément appris en travaillant avec les meilleurs experts mondiaux, aussi bien dans le public
que dans le privé. Maintenant, il y a une réalité du monde aussi. La réalité du monde, c'est que le privé a des pouvoirs infinis de faire et le public en a aucun. C'est-à-dire que le public n'est pas efficace, il n'arrive pas à faire grand-chose et le privé, c'est une machine de guerre. Donc quand vous avez 30 ans et que vous voulez faire des choses, vous vous tournez vers les gens qui sont capables de faire quelque chose. Et moi, ce que je pose comme diagnostic, je peux vous dire que allez travailler avec le privé, allez travailler avec le public, vous allez voir la différence de niveau. Le public est souvent assez ridicule par rapport à la capacité de gérer du public. Et je finis juste là-dessus. Pourquoi le privé est très fort ? Parce que déjà, il attire les meilleurs. Et qu'ensuite, je suis désolé, il y a une industrie financière derrière qui font qu'ils sont capables de faire des projets extrêmement vite, extrêmement forts en prenant les meilleurs et en allant extrêmement vite. Donc moi, ce que j'aime, c'est faire des choses et faire des choses bien. Donc je vais avec les gens qui ont les capacités de le faire. Et je ne vais pas me cantonner au public parce que je veux être plus blanc que blanc pour faire des trucs qui sont nuls. Et de manière totalement indépendante. Voilà. Louis Fouché, sur les conflits d'intérêts. Moi, je travaille dans le public. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai 450 € sur Transparence Santé. J'ai pas de stock option. J'ai pas de stock option non plus. Je rappelle que Patrick Vallance, qui est le président du conseil scientifique anglais, a 500 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline, une firme pharmaceutique qui produit des vaccins, et a touché entre 2012 et 2018 5 millions de livres sterling de dividendes. Tout va bien sur l'orientation vaccinale. En fait, le problème, et Martin le souligne, c'est que c'est pas un problème d'individus. Les individus ont envie de travailler, ont envie de faire bien et vont à l'endroit où il y a de l'argent, où c'est possible. Le problème, c'est de la corruption systémique, on appelle ça. C'est-à-dire que, comme Google a envahi votre vie, une fois que vous avez un Gmail, pour en sortir, vous avez l'agenda, vous avez le truc, c'est impossible d'en sortir. Et ben c'est pareil, la corruption par les laboratoires pharmaceutiques a envahi la recherche médicale, la fabrique du savoir, et a envahi même la pratique médicale, la praxis, de manière interstitielle. Et donc, c'est hyper difficile d'en sortir, c'est hyper difficile de la détecter, c'est hyper difficile de comprendre même ce qui se passe. Mais en tout cas, tous les leaders d'opinion au sein de la médecine sont des gens qui sont arrosés de pognon et qui s'en rendent même plus compte, en fait, et qui sont dans une réalité parallèle. Donc, effectivement... Mais vous avez des preuves concrètes qu'en France... il y a plus de 2000 publications sur le sujet. Enfin, je veux dire, c'est un sujet institutionnel. Il y a des chercheurs sur le sujet, quoi. La corruption systémique... Non, mais le conseil scientifique, par exemple, qui conseille le président de la République... Je peux répondre là-dessus. Il a raison. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Le problème, c'est que le monde fonctionne tel que je vous l'ai dit. Et donc, il y a un vrai sujet du lien d'intérêt. Vous savez, c'est qui a le plus travaillé sur les liens d'intérêt ? C'est les Américains. Les Américains, ils sont 3 générations après nous sur les liens d'intérêt. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent la compliance. C'est-à-dire quand vous travaillez avec un laboratoire américain, avant de parler avec un médecin, vous devez faire 4 déclarations. Vous avez des grilles pour tout. C'est noté dans 50 000 sites internet. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement transparent. Et les Américains, c'est leur vision des choses. C'est de toute façon, il va y avoir de la collaboration publique-privée. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais à partir du moment où c'est transparent, c'est OK. Nous, en France, on n'a pas trop cette culture. On a plutôt une culture de la sphère d'influence. Et donc, du coup, on a du mal à se marier avec cette culture anglo-saxonne. Mais je vous le dis, on ne pourra pas revenir en arrière sur le fait que les gens qui portent l'innovation, qui sont capables de lever des milliards pour faire des essais cliniques avec des opérations qui s'appellent vitesse de la lumière, c'est-à-dire que vous développez des vaccins en 6 mois où avant il fallait 10 ans, et vous coupez de tous les experts français. Donc on est obligé de faire quelque chose et on est obligé d'innover. L'innovation, c'est la compliance à l'américaine. Ce n'est pas la théorie du complot à la Didier Raoult qui pense qu'on va se vacciner juste parce que les médecins vont être payés par l'industrie pharmaceutique, ce qui est franchement une illusion totale. Alors venons-en donc au vaccin. Pfizer et BioNTech déclarent leur vaccin efficace à 95%. Sanofi a également annoncé une bonne avancée de son vaccin, possiblement disponible en juin prochain. Alors moi je suis pas médecin, mais je suis assez effaré de la vitesse à laquelle c'est vrai on nous annonce ces vaccins. Pour vous, Louis Fouché, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la solution pour sortir de cette spirale infernale, le vaccin, ou vous êtes contre ? Je vous ai parlé du dogme tout à l'heure. On peut regarder le dogme ou bien soigner le réel. Là, on est dans le dogme des médecins, en fait, qui rêvent du vaccin. Et puis, on est dans une narration médiatique qui court-circuite votre pensée, en fait, qui est hypnotique. Si vous regardez les affiches du Point qui sont dans la rue en ce moment, c'est l'après-vaccin. Ils ne parlent même pas de l'après-épidémie. Donc, c'est un court-circuit dans votre pensée. C'est ce qu'on appelle le choix illusoire. C'est comme si je vous disais, tu préfères que je te perfuse sur la main gauche ou la main droite ? Ça veut dire que tu as ratifié que tu allais être perfusé, quoi. Donc, c'est une espèce d'embrouille, quoi, de lavage de cerveau, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, quoi. C'est toutes les techniques marketing. Donc, c'est pareil, 95% de fiabilité, enfin, d'efficacité du vaccin.
Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une punchline marketing. Ça veut dire qu'il y a des anticorps qui sont développés chez 95% des gens à qui vous injectez le truc. C'est faux. C'est faux. Ça, je suis désolé, Louis Fouché, c'est faux. Alors là, il faut regarder les études. C'est des études de phase 3 qui sont sur des endpoints cliniques, qui sont sur des endpoints de contamination par la Covid. À combien de temps? À combien de temps? Non, faut regarder les études cliniques. Là, encore une fois, vous dites un truc qui est faux et donc du coup, vous discréditez. Non, c'est pas vrai. Il y a 5. Combien de gens guérissent spontanément? C'est pas des études d'immunogénicité, c'est des études cliniques, Louis Fouché. Donc la différence, elle se fait. Vous pouvez demander à Bruno Falissard, il vous confirmera ça. C'est la différence entre le nombre de gens qui ont été contaminés dans les groupes vaccinés et non vaccinés. Donc le critère du jugement, c'est le nombre de personnes qui ont été contaminées par la Covid ou qui ont fait une forme grave. C'est pas le nombre de gens qui ont développé des anticorps. Contaminé à la Covid, c'est faux. C'est test positif au SARS-CoV-2. Vous dites déjà des choses qui sont fausses. C'est pas les anticorps. C'est pas les anticorps. Le premier, c'est faux. Vous venez de dire que c'était des gens contaminés à la Covid-19. Donc, on dit tous les jeux des choses fausses. Ça veut dire que globalement, parce que si vous avez une PCR positive à la Covid-19, c'est quand même que vous avez été contaminé par le virus. Non, c'est pas une PCR positive à la Covid-19. C'est une PCR positive à SARS-CoV-2. Oui, la on est d'accord. C'est la maladie. Les gens ne sont pas malades. Oui, mais le but du vaccin, c'est d'éviter que les gens se contaminent, portent le virus et contaminent les autres. C'est de casser la dynamique vaccinale. C'est faux et encore faux. 97 à 99% des gens qui ont une PCR positive à SARS-CoV-2 en dessous de 35 CT, au-dessus de 35 CT, ne sont pas malades et ne contaminent pas les gens. C'est faux, en fait. Voilà, juste regardez en face les choses, quoi. On part sur des prémices qui sont faux parce que restons sur le vaccin, c'est pas grave. On en discutera tranquillement entre nous. Mais globalement, vous ne savez pas quelle est l'immunité du vaccin. Vous ne savez pas si elle est liée à des anticorps. Vous ne savez pas si elle est liée à une immunité cellulaire. En fait, vous n'en savez rien. Non, mais je sais qu'elle marche pour éviter que les gens se contaminent. Puisque j'ai des études de phase 3. Mais n'importe quoi, vous n'en savez rien. C'est pas les anticorps qui font que vous êtes contaminé ou pas. C'est faux. Bon, on va pas en faire un débat. C'est intéressant, justement. Non, mais c'est juste comment sont faites ces études-là. C'est-à-dire qu'il y a la phase 2, c'est des études d'anticorps, effectivement. C'est vrai, attendez, je vais vous interrompre parce que moi, c'est vrai que j'ai relevé ça partout dans les médias. On dit tous les jours qu'il y a des contaminés à la Covid-19. On parle même, Olivier Véran a émis un tweet, qui est quand même notre ministre de la Santé, donc c'est quand même un peu problématique, quand il dit qu'il y avait 40 000 contaminés à la Covid-19. Ils sont testés positifs, donc au coronavirus, dont le nom scientifique est SARS-CoV-2. Ça ne veut pas dire qu'on est malade si on est testé positif. Ça veut dire que vous avez de l'ARN SARS-CoV-2 dans le nasopharynx. Bien sûr que non, ça veut dire que vous avez le virus, que vous le portez. Donc il n'y a pas 40 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. Il y a 40 000 personnes qui ont attrapé le SARS-CoV-2 d'une autre personne, parce que vous ne l'attrapez pas en mangeant votre salade verte ou en respirant l'air ambiant, c'est-à-dire que vous l'avez attrapé d'une gouttelette de quelqu'un, et donc vous avez bien été contaminé par quelqu'un d'autre, par le SARS-CoV-2. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça veut dire que vous avez du virus dans votre organisme. C'est pour ça qu'on le trouve d'ailleurs. Bon, là-dessus, on est d'accord. Revenons sur le vaccin. Vous savez rien de son efficacité, vous savez rien sur le dénominateur. Alors, en fait, sur le vaccin, il y a trois phases. Vous parlez d'ingénierie. Vous parlez d'ingénierie et d'innovation miraculeuse en 6 mois. La réalité, c'est que vous savez très bien comme moi que les firmes pharmaceutiques n'assument pas les effets secondaires des vaccins. C'est la loi, c'est comme ça. Elle ne passe pas par les mêmes phases que celle de développement d'un médicament. Vous savez aussi que Thomas Madden, qui est le PDG de Acuitas Therapeutics, qui est celui qui fait les nanoparticules liposomales qui entourent l'ARN pour le stabiliser, a dit lui-même « ça va beaucoup trop vite, on n'a pas pu faire les tests de stabilité ». Donc, en fait, ça va beaucoup trop vite, vous ne savez rien de ce que vous faites. D'autre part, vous ne savez rien de comment ça marche, les vaccins à ARN, puisque en fait, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas testé en population générale. Vous ne savez rien de la stabilité dans le temps. Ces vaccins à ARN, ils partent d'une pirouette scientifique intéressante, intelligente au départ, qui est d'essayer de ne pas produire l'antigène viral pour se servir comme particule vaccinale et de faire de l'ARN, ce qui est beaucoup plus facile, beaucoup moins cher. Ce qu'a dit aussi Gavi, quand vous faites un vaccin, pour 1 euro investi, vous en récupérez 48. Vous comprenez qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs. Donc, vous faites de l'ARN et cet ARN, vous savez, c'est le patient lui-même qui va devoir produire les particules virales qui sont censées être immunisantes, en tout cas faire ce qu'il faut pour qu'il y ait des anticorps. Alors vous savez jamais si vous allez en faire trop, pas assez, ou juste ce qu'il faut. Vous savez pas si vous allez le rétrotranscrire et l'intégrer. En gros, vous dites pour que les auditeurs comprennent que le vaccin serait inefficace, c'est ça parce que... Non, il dit qu'il serait potentiellement dangereux. Parce que c'est une technique qui est nouvelle et qu'effectivement, c'est une technique qui passe par des étapes supplémentaires par rapport aux études des Indiens. Bon, après, ce qu'on sait sur les vaccins... Non, mais donc vous partagez limite son point de vue ou pas? Ce qu'il dit, c'est une réalité, donc je ne vais pas le contredire là-dessus. Donc vous êtes contre la vaccination? En revanche, non, pas du tout. En revanche, ce que je dis, laissez-moi développer, c'est que ce qu'on sait sur les vaccins, c'est que les effets indésirables, ils arrivent essentiellement dans les 3 premiers mois après le fait que vous soyez fait vacciner. Après, on va me dire oui, mais c'est un nouveau vaccin, il pourrait y avoir des choses qui arrivent un peu plus tard.
Certes, en revanche, je dis quand même, il y a 70 000 personnes qui ont reçu ces vaccins ARN de par le monde, et il y a moins d'effets secondaires que les vaccins qui étaient les vaccins des générations précédentes. Et ça s'avère être des vaccins extrêmement efficaces. Donc, alors je vous arrête, Martin, simplement pour vous dire, si vous me permettez, sur cette histoire des effets secondaires, en fait, on a un problème. Comme je vous ai dit que les firmes vaccinales ne remboursaient pas les effets secondaires, qui les rembourse? C'est l'État. Or, l'État, s'il rembourse les effets secondaires, est-ce qu'à votre avis, il va financer la recherche sur les effets secondaires? Ben non. Et donc, vous avez zéro financement sur la recherche. C'est des procès d'intention. Non, je ne fais pas de procès d'intention, c'est la réalité. Regardez la bibliométrie sur les effets secondaires des vaccins, et vous allez voir, en fait, la quantité de publications et d'équipes de recherche qui juste peuvent travailler dessus. Et il y en a très, très peu, en fait. Souvent, c'est des gens qui sont très volontaires à le faire. Vous dites 3 mois, donc en fait, vous n'en savez rien parce qu'il n'y a pas la biblio dessus, les narcolepsies, etc. Enfin, regardez ce rapport sénatorial. Et là, on ne peut pas les taxer d'être des dangereux complotistes ou anti-vax sur le H1N1. Je veux dire, il apprend tellement de choses. C'est 140 pages qui vous dessillent sur les conflits d'intérêts, sur le pognon majeur qu'il y a là-dedans et sur l'incurie des laboratoires pharmaceutiques et leur cynisme. Ils sont en train de faire quelque chose comme le remdesivir, de vous fourguer quelque chose dont ils ne savent pas s'il est efficace ou toxique, dont ils savent que probablement il est toxique et peu efficace. Voilà, pour une épidémie qui, somme toute, ça va en fait. En termes de nombre de morts, de surmortalité, ça va. On est entre la 9e et 14e épidémie depuis 1945, c'est ça? C'est même pas the big one, quoi. Et vous voudriez être vacciné. Revenons juste sur le sujet de l'industrie pharmaceutique. Parce que je pense que c'est intéressant et les gens sont très, très sensibles à ce sujet-là. L'industrie pharmaceutique, c'est ce qui a permis, c'est un fonctionnement de société qui a permis de développer des traitements qui sont incroyables. Aujourd'hui, il y a des patients qui ont des lymphomes, qui mourraient en quelques mois. Vous prenez des lymphocytes, vous les reprogrammez, vous les réinjectez, les patients sont guéris de leur lymphome. Il y a des nouvelles thérapeutiques, les anti-PD-1 là, qui sont sortis. Des gens qui mouraient de cancer du poumon, ils étouffaient de leur cancer. Aujourd'hui, vous leur donnez les traitements, ils sont quasiment, c'est des longs survivants, ils sont quasiment guéris. Les mélanomes, c'est pareil. On est en train quasiment de traiter avec de la thérapie génique des maladies infantiles. Vous aviez des enfants qui ne pouvaient pas marcher. Et aujourd'hui, on est quasiment en train de guérir des maladies où on voyait les gens handicapés dans la rue, les enfants qu'on voyait, on savait que c'était des enfants handicapés. Aujourd'hui, on a quasiment des thérapies qui vont pouvoir les guérir. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme en science, si vous voulez. Vous pouvez critiquer les liens d'intérêt. Vous pouvez dire que c'est imparfait. Mais parfois, il faut regarder les choses à leurs résultats. Les résultats de la manière dont l'innovation thérapeutique marche, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a fait un progrès qui est incroyable. Et les médecins sont les premiers à être heureux parce qu'ils sont contents de pouvoir proposer des traitements à leurs patients. C'est pour ça qu'ils s'intéressent énormément à l'innovation thérapeutique. Et il n'y a aucun médecin qui pense qu'on peut faire de l'innovation thérapeutique aujourd'hui sans ces machines de guerre que sont effectivement l'industrie pharmaceutique. Donc après, il y a des liens d'intérêt, mais il y a des liens d'intérêt tout le temps dans la vie. Tout le temps, je veux dire, les gens sont des hommes, ils ont des sentiments, ils travaillent avec des gens, après il y a des relations qui se créent, après c'est comment on met en place un fonctionnement pour qu'on ait finalement quelque chose qui soit assez clair et transparent. Bon, sur l'obligation du vaccin, j'aimerais vous entendre tous les deux. Non, moi je ne suis pas du tout pour l'obligation du vaccin, je pense que c'est, de toute façon, je pense que c'est infaisable, donc c'est juste allumer de la dynamite dans la société, on n'a vraiment pas besoin de ça. En plus, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui vont accepter de se vacciner pour avoir un niveau d'immunité qui permettra d'éviter les flambées épidémiques, donc je ne vois vraiment pas pourquoi on le rendrait obligatoire, et ça va que raviver finalement un débat inutile. Et l'autre chose sur les vaccins ARN, je pense qu'on ne se rend même pas compte de l'intérêt qu'ont les vaccins ARN. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le VRS, qui est le virus respiratoire syncytial. C'est le VRS des bronchiolites chez les enfants. Les bronchiolites, c'est une catastrophe pour les services de pédiatrie, même pour les réa pédiatriques. Tous les ans, les services sont pleins de gens qui ont des bronchiolites, ça crée des asthmes, après chez les enfants, ce genre de choses. Imaginez qu'avec ces vaccins-là, vous arriviez à faire un vaccin contre le VRS. Vous imaginez l'impact de santé publique que c'est? Et pourquoi on ne voit pas les côtés positifs parfois dans la vie? Pourquoi on ne voit pas que finalement la médecine pourrait être transformée par ces nouveaux vaccins? On préfère dire que c'est scandaleux, que l'industrie pharmaceutique a des liens d'intérêt, qu'elle est en train de nous libérer. C'est pas vrai, elle est en train de nous libérer de virus. Mot de la fin, on reste plus que 2 minutes, donc on va demander à Louis Fouché de conclure également. Est-ce que vous tomberez d'accord au moins sur ce point-là? Vous êtes contre la vaccination? Je suis absolument opposé à l'idée d'obligation vaccinale. Et l'espèce de concaténation extrêmement nauséabonde qui a été faite par Christophe Barbier ou Jadot, d'une espèce de crédit social à la vaccination. Enfin, est-ce que c'est cette société-là dont on veut, quoi, hein? On veut être comme en Chine,
Moi, non, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà, je rappelle la loi du 4 mars 2002 qui a été renforcée le 22 avril 2005 sur le droit des malades de refuser un traitement, en fait, y compris préventif, y compris au risque de sa vie. Je pense que c'est ce qui nous a prémunis des Mengele et des gens comme ça. Ça vient des procès de Nuremberg et ensuite d'essayer de... Voilà, vous allez dire point Godwin, Martin, mais c'est la réalité de la médecine, hein. C'est qu'elle a un biopouvoir, c'est ce que dit Foucault, c'est que petit à petit, vous pouvez prendre le pouvoir sur les gens. Et donc, moi, je voudrais conclure là-dessus. Tu dis que c'est très bien d'avoir l'industrie, ça permet d'avancer. Mais c'est pas vrai, ça bloque des choses, ça fait ce qu'on appelle des blocages socio-systémiques. Où moi, je cherche sur le low-tech en réa, par exemple, et ben, je trouve pas un rond. Et pourtant, je fais des pirouettes intellectuelles qui sont meilleures en termes de résultats que des trucs avec des applis, etc. Non, mais allez, juste très vite, répondre parce qu'il reste une là-dessus, minute, il y a toujours Sophie. des solutions. Il pourrait y avoir des cagnottes financées par l'industrie pour faire de la low-tech. C'est des choses qui sont possibles. Il faut regarder de l'avant et pas systématiquement vouloir tout casser les quelques trucs qui marchent. 450 €, vous pouvez annoncer, vous, combien vous avez des laboratoires ? Bah, ma boîte vit à 60% de travailler avec l'industrie pharmaceutique. C'est pas moi directement, c'est ma société. Je fais travailler 15 personnes en travaillant avec l'industrie pharmaceutique mondiale, aux États-Unis, en Europe, Israël, Asie. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup.